Bonjour et bienvenue dans Argument, la première émission de débat et d'échange citoyen sur le net belge. Donc 2013 a été déclarée l'année de la citoyenneté européenne, une déclaration pompeuse qui pose des questions. La citoyenneté européenne est-elle un mythe ou une réalité? Pour en débattre, des hommes et des femmes nous ont rejoints au bar du matin. Alors on va se tourner vers Tanguy Le Breton, qui a été représentant des Français de l'étranger, je crois, auprès de l'Assemblée nationale française. L'Assemblée des Français de l'étranger. Pardon Tanguy, et qui s'est aussi présenté récemment à un suffrage au niveau national également, en perspective peut-être des prochaines européennes. Tanguy Le Breton, c'est quoi la citoyenneté européenne? C'est quoi être un citoyen européen? La citoyenneté européenne, et la question donc qui est posée, c'est le lien justement entre les uns et les autres, donc nous-mêmes les citoyens, et puis la représentation, ou en tout cas les institutions, le partenariat européen tel qu'il est aujourd'hui organisé. C'est une question importante parce qu'on voit bien que le lien est un peu distendu, les peuples remettent plus ou moins en cause cette citoyenneté, cette participation justement à cet idéal européen. Et donc c'est donc la question, qu'est-ce qui se passe au niveau des peuples, qu'est-ce qui se passe au niveau des fédérations, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Europe, comment mieux organiser ça, comment mieux organiser notre vivre ensemble au niveau européen. Caroline Claus, alors vous avez été d'abord étudiante Erasmus et puis vous êtes penchée en tant que doctorante sur la question. Donc c'est au point de vue peut-être des jeunes citoyens européens que vous pourriez éventuellement avoir une approche un peu différente? Moi, l'approche que j'ai de la citoyenneté européenne, c'est une approche qui est plus, j'aime bien dire le terme subjectif, dans le sens où je pense qu'être citoyen européen, ça comporte deux dimensions. C'est à la fois soutenir un projet européen, pas forcément le projet européen comme il est maintenant, pas forcément l'intégration comme elle se passe maintenant, d'avoir chacun une vision de l'Europe qu'on veut défendre ou qu'on partage. Et la deuxième dimension, c'est pour moi le sentiment européen, le sentiment d'identité européenne, le sentiment de faire partie de l'ensemble européen, de la culture européenne, de son histoire, et quand on se définit en tant qu'individu, surtout quand on est à l'extérieur de l'Europe, c'est se dire je suis européen, je suis peut-être belge, je suis peut-être bruxellois, mais je suis aussi européen et ça fait partie de mon identité. Et pour moi, la citoyenneté européenne, c'est aussi ces deux dimensions. D'accord. Alors on entend que donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du rationnel, qui est tout ce qui déjà contenu en principe dans le concept de citoyenneté, et puis tout ce qui est de l'ordre du sentiment d'appartenance et qui est plutôt plus de l'ordre de l'émotionnel. Alors je regarde Raphaël Lederer qui est donc ici en tant que citoyen européen, je pense, puisque français d'origine habitant en Bruxelles déjà depuis un bon moment, et également s'occupant des jeunes à Bruxelles, et je dois le dire aussi, représentant du peuple, puisqu'il est un conseiller communal fraîchement élu dans la commune de Forêt, où nous trouvons ici au bar du matin. Alors Raphaël? Tout à fait. La citoyenneté européenne, je la vis dans ma chair, étant élu d'origine française en Belgique, à Bruxelles, à Forêt. Donc c'est quelque chose de quand même assez fort à vivre. Tout le monde ne peut pas le vivre, mais je crois que c'est important de trouver des moyens de vivre ensemble et de découvrir comment travailler et vivre ensemble. Donc c'est ce que j'expérimente. Je ne suis pas le seul. Nous avons été plusieurs dizaines de citoyens européens communautaires à être élus à Bruxelles comme en Wallonie lors des dernières élections communales il y a 3 mois. Donc c'est quelque chose, je crois, qu'il faut noter, qui est important. Des milliers aussi à voter, donc comme simple électeur. Plus de 15% de citoyens communautaires qui ont le droit de vote dans tous les pays d'Europe.
ont le droit de voter aux élections locales. Est-ce qu'on a une idée de la répartition des origines nationales, je dirais, de ces représentants des citoyens européens dans leur capitale européenne? Alors, ce serait très intéressant d'étudier ça au niveau européen, de savoir la répartition, mais je crois qu'il y a aussi il faut faire avec la géographie et avec les populations qui vivent dans un pays. Donc en Belgique, vous ne serez pas étonné de savoir qu'il y a une surreprésentation des Français. Oui, probablement, voilà. C'est la communauté la plus importante. Beaucoup de votants et d'élus français. C'est la première communauté de représentants communaux en Belgique. Et voilà déjà un éclairage intéressant qui effectivement situe la problématique de la proximité aussi. Pour je dirais ce qu'on appelait tout à l'heure le sentiment d'appartenance, probablement est-il aussi fonction de la distance qui sépare les citoyens, les individus européens de leur capitale. Qui pose un problème évidemment parce que nous sommes finalement inégaux devant la citoyenneté européenne selon où on habite et son expérience de vie. D'accord. Alors ça va me permettre, la transition est toute trouvée, de me tourner vers André Couchard qui, lui, n'est pas bruxellois, n'habite pas dans la capitale, mais à 25 km de Bruxelles, est occupé à mettre sur pied des cercles citoyens, c'est-à-dire essayer de faire une politique mouvementée autrement par le biais des partis usuels et qui a peut-être lui aussi, de ce point de vue-là, une vision particulière de la citoyenneté européenne. Alors d'abord, Jackie, je suis bruxellois de naissance et de cœur. Pardon ? Wallon de cœur également. Et je me sens européen par raison. Mais je dois dire que la raison est en train de défaillir. Parce que je ne crois pas du tout qu'on est dans une Europe de citoyens. Je pense qu'on est dans une Europe de multinationales. Voilà. Je me sens européen et certainement j'apprécie beaucoup de voyager en Europe et de discuter avec d'autres Européens. Mais je n'ai pas du tout le sentiment que les institutions européennes aujourd'hui nous amènent vers une citoyenneté européenne. Je crois qu'elles nous amènent vers un mur économique, un mur environnemental, un mur social, et qu'aujourd'hui on est en train de sentir l'impact. Voilà. Et donc, moi j'ai le sentiment que s'il y a une citoyenneté européenne qui doit émerger, elle doit à mon avis émerger d'abord localement, comme des petites plantes qui commencent à pousser à l'échelle locale et puis qui commencent à se ramifier et à prendre contact avec d'autres. Et puis peut-être un jour, d'ici quelques dizaines d'années, on peut peut-être espérer avoir une émergence d'un mouvement citoyen à l'échelle européenne. Mais on voit bien qu'on a déjà beaucoup de mal à voir un mouvement citoyen émerger à l'échelle, par exemple en Belgique. On se souvient des comités blancs en 97, 130 comités blancs à la suite de l'affaire Dutroux. Quelques mois plus tard, il y avait déjà beaucoup de comités blancs qui s'étaient dissous. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste ? Je ne sais pas s'il en reste encore un ou deux qui sont encore en activité. Donc il y a un vrai défi pour moi de réfléchir à une autre manière d'être citoyen, c'est-à-dire de faire de la politique. Enfin, de la politique au sens noble du terme, participer à la vie de la cité. Et pour le moment, je ne crois pas du tout que les institutions européennes peuvent nous amener dans cette direction. Alors, je vais me tourner tout de suite pour avoir une réaction là-dessus vers Tanguy puis Raphaël peut-être, sur la question de cette Europe l'Europe finalement de la finance, des multinationales, donc d'un côté peut-être l'Europe libérale, ultralibérale, et puis l'Europe solidaire, où est-ce qu'on en est Tanguy qui a à la fois un pied dans le privé et puis dans le domaine de l'institution publique. Comment faire avec ça ? Comment le citoyen peut-il se régler là-dessus ? Oui, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vient de dire André. Il y a quand même dans l'Europe et dans ce qui fait aujourd'hui le citoyen européen des avancées exceptionnelles. D'abord la paix. C'est vrai que la paix, d'abord un espace de sécurité, de paix pour nous, c'est quand même assez unique dans notre histoire d'avoir cet espace-là. Donc c'est vrai que peut-être il y a des excès sur le plan effectivement de la libéralisation des échanges, on peut effectivement le condamner, mais il ne faut jamais oublier quand même les fondements essentiels de ce que sont les valeurs partagées et qui sont d'ailleurs dans la charte donc, du citoyen à l'échelle européenne. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes. Il vaut mieux éventuellement se focaliser sur ce qui marche bien ensemble plutôt que des fois de voir ce qui ne marche pas. Mais dans le lien qui existe entre le citoyen et l'Europe, il y a... Tandis ce qui ne marche pas, je viens encore d'entendre passer un petit message, sauf erreur de ma part. Par exemple, en Europe, le taux de chômage vient encore de grimper en moyenne, donc au-dessus des 11%. Bien sûr, dans la capitale européenne, comme me le disait récemment
tout récemment d'ailleurs, ce matin même, le directeur général de l'organisation qui s'occupe du travail, Acteris. Ce n'est pas le cas, ici c'est plutôt l'inverse, mais il n'empêche que sur le plan européen, ça ne va pas très bien en ce moment. Ça ne va pas très bien, oui, enfin, ceci étant, l'image, elle est un petit peu à relativiser. Il y a des pays où ça marche pas très bien, et puis il y a des pays où ça marche un peu mieux. Et ce serait intéressant justement de voir là où ça marche bien, de prendre les bonnes pratiques et d'essayer de voir si on peut les appliquer aussi là où ça marche moins bien. C'est une question de compréhension, et quand on comprend les choses, quand on va voir un peu au-delà de son propre cercle, on peut ensuite adapter les choses. Donc ce qui est nouveau peut-être en Europe, c'est cette découverte justement de l'espace européen, des bonnes pratiques qui sont ailleurs, mais ce qu'il faut encourager, c'est la compréhension, le dialogue et la reprise des bonnes pratiques là où elles sont. C'est en tout cas mon grand credo. D'accord. Raphaël, une réaction peut-être sur cette Europe décrite par André, qui ne serait pas celle des citoyens, mais des multinationales? Tout à fait. Je pense que le plus grand mouvement citoyen européen, ce sont les institutions européennes telles qu'elles existent aujourd'hui, qui sont perfectibles, qu'on peut approfondir, améliorer la coopération que nous avons entre nous, mais cet outil existe déjà. Donc je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et prendre en main cet outil, le transformer et le modifier afin qu'il réponde mieux aux besoins d'aujourd'hui. La finance, la mondialisation, je crois que s'impose à nous, malheureusement, aujourd'hui, la mondialisation, et on doit se servir des institutions européennes, de l'Europe, comme un outil pour y répondre. Voilà, accuser l'Europe du fait que la mondialisation existe, moi, m'étonne toujours un petit peu, et je pense qu'il faut améliorer la coopération que nous avons entre nous. Je rappelle que le budget européen, c'est 1% du PIB européen, donc de la richesse d'Europe, c'est 1%, c'est-à-dire quasi rien. C'est vrai que c'est peu. C'est difficile pour répondre aux besoins. Ouais. Et j'ajouterais sur l'emploi que tu évoquais il y a quelques instants, que lors du dernier conseil, il a été décidé d'investir 6 milliards d'euros pour aider les moins de 25 ans à trouver des solutions qui sont sans emploi, à avoir soit un stage, soit un emploi, soit une formation. Alors, c'est pas ça qui va résoudre tout, mais je crois qu'on essaie vraiment de prendre en compte la réalité de la crise que nous traversons depuis déjà quelques années maintenant, au niveau européen. Alors, plus d'États, moins d'États, justement, tu parlais des jeunes de moins de 25 ans. Ces jeunes de moins de 25 ans, Caroline, comment se sentent-ils connectés ou pas à cette Europe des institutions? Est-ce qu'il faut plus d'États aussi pour eux, moins d'États? Est-ce qu'ils devraient intervenir plus directement auprès des institutions, et comment? Je ne vais pas pouvoir m'adresser, parler au nom de tous les moins de 25 ans, parce que je pense. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Je suis représentative d'une certaine frange des moins de 25 ans, c'est-à-dire les moins de 25 ans universitaires. Oui. C'est pas, ça ne représente pas 90% de la jeunesse. C'est clair. Si je parle au nom des moins de 25 ans universitaires, là encore, il faut voir en fonction des filières et en fonction des tendances idéologique des jeunes, parce qu'au sein de la jeunesse, il y a énormément de mouvements, il y a énormément de gens qui n'ont pas la même vision de l'Europe. Donc si vous prenez, pour certains jeunes, si je reprends un peu la dimension de la paix ou la dimension du chômage, pour certains jeunes, l'Europe est perpétuellement en guerre. Ils ont une vision de l'Europe comme étant un acteur sur la scène internationale qui est un acteur dans des conflits qui se passent en dehors de l'Europe. Et que donc, à l'intérieur même de l'Europe, oui, nous vivons dans une bulle de paix, mais qui est quelque part assez refermée sur elle-même et qui est assez hypocrite avec cette notion de paix. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'Europe a construit la paix. L'Europe a construit la paix à l'intérieur. Je suis désolé, parfois je vous prends parce que vous aurez compris qu'on est dans un café, le bar du matin, donc il y a les bruits de tous les jours, et de temps en temps, on n'entend pas bien. Moi, voilà. non plus en Mais particulier. moi, personnellement, je fais partie de la population qui pense que l'Europe, elle a construit la paix. Et parce que on a un passé de conflits historiques et qu'on ne retrouve plus du tout aujourd'hui, où tous ces conflits se sont pacifiés et où règne la culture du consensus et du compromis dans une certaine mesure. Mais c'est vrai que pour toute une frange des jeunes, l'Europe, c'est une machine de guerre aussi à l'extérieur de ses frontières. C'est une forteresse qui, étend ses frontières au fur et à mesure, mais à chaque fois qu'elle repousse ses frontières, on se retrouve. Je prends l'exemple d'un jeune ex-Erasmus qui habite maintenant en Pologne et qui m'expliquait que son Erasmus, il l'avait fait en Pologne, à Varsovie, avant l'élargissement de l'Union européenne, et que pour passer de Bruxelles en Pologne, il y avait toute la mise en place de certaines frontières et d'un contrôle entre la Pologne et Bruxelles, qui maintenant n'existe plus entre la Pologne et le reste de l'Europe, mais a été repoussé aux frontières entre la Pologne et l'Ukraine, par exemple. Et qui m'expliquait que
historiquement, il y a énormément de familles qui vivent à cheval sur les deux frontières et que la frontière européenne s'étant reculée et existant entre la Pologne et l'Ukraine, ces familles ont beaucoup plus de mal maintenant à pouvoir passer entre les frontières et à pouvoir échanger entre elles. Donc voilà, moi c'est l'Europe paix, oui, l'Europe qui unifie les peuples, oui, mais le problème qui se pose à chaque fois, c'est qui peut faire partie de l'Europe, qui ne peut pas en faire partie, et tous les problèmes qui existent autour de ça. Donc c'est un peu à côté du débat et de la question, mais moi j'avais envie d'en parler aussi, oui, et de dire que voilà, des jeunes qui vivent justement aux frontières, qui sont belges, mais qui ont découvert d'autres cultures et qui ont repoussé un peu les limites de cette Europe-là, eh bien, ils constatent aussi beaucoup de problèmes de cette Europe forteresse qui inclut certaines personnes qui en excluent d'autres. Donc, voilà. Absolument. Donc on voit très bien que là on soulève un coin du tapis et on découvre des problèmes qui se révèlent à nos frontières, cette Europe forteresse qui en elle-même peut-être aussi commence à opérer des clivages. Alors, Aude. Oui, je Donc, je pense effectivement que sans l'Europe, pas de salut. Hein. C'est clair que si on se retranche derrière les nations, si pas le nationalisme, ce qui est encore pire, on ne trouvera pas une solution aux problèmes économiques, environnementaux, etc. Mais ce qu'il faut, c'est une meilleure intégration. Une meilleure intégration sur le plan fiscal, environnemental et social. Quand je vois que moi, en tant qu'entrepreneur, enfin notre société, notre petite société qui fait 5 personnes, paye de 33% de taxes, ce qui est normal, on contribue bien entendu, mais que d'autres, beaucoup plus grosses, ne payent pas d'impôts parce qu'elles profitent des différences fiscales pour ne pas en payer. Là, honnêtement, je râle. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas une solution et elle devrait le devenir, j'espère. Aujourd'hui, le Parlement européen n'est pas un Parlement souverain. C'est un Parlement qui n'a pas de droit de proposition, et ce qui est quand même un comble, et qui en plus ne peut pas prendre seul des décisions. C'est quoi, elle est où la citoyenneté? Elle est où la souveraineté populaire là-dedans? Alors, je vais rebondir sur ce que disait André, parce que rebondissons. Je crois que ce qui est important, c'est effectivement la participation des uns et des autres donc à la citoyenneté. La citoyenneté, ce n'est pas autre chose qu'un ensemble de droits et de devoirs. Bon. C'est ça qu'il faut un peu renouveler et essayer de repenser à l'échelle donc des citoyens, mais aussi par rapport à la distance qu'il y a entre cette Europe qui est assez éloignée. Bon. André a dit, et je crois qu'il est impliqué sur cette question-là, que l'essentiel, et il me dit si je me trompe, mais c'est que de favoriser au niveau de chaque personne l'exemplarité de l'engagement pour la collectivité. Donc c'est un engagement citoyen, il peut être associatif, il peut être communal, mais il peut être aussi européen. Et c'est ça où il faut trouver un lien fort, une envie européenne qui fasse que les uns et les autres d'abord croient dans cette vision européenne, mais aussi s'impliquent. S'impliquent, ça peut être démocratiquement, mais enfin, pour l'instant, avec les institutions ou le partenariat tel qu'il est organisé, c'est relativement bien organisé. Cependant, il y a un lien, il y a une distance qui est trop forte entre ceux qui décident et ceux qui sont les unités de citoyens européens. Donc il faut essayer de repenser, il faut essayer de recréer un lien, une envie et une participation des uns donc, au niveau de chacun. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Je voudrais rajouter que la responsabilité n'est pas du côté des politiques. Pour moi, la responsabilité, elle est de notre côté. Elle est de mon côté. Citoyens, sur les citoyens. Absolument. En 2008, quand on a vu l'explosion financière, je me suis dit, enfin, les politiques vont avoir compris là maintenant, il y a des choses à faire. On est en 2012-2013, on en est où? J'ai pas l'impression qu'on était bien loin. Et donc, jusque-là, j'avais été un électeur, j'allais voter. Donc je m'informais, je lisais le journal, je regardais la télé, et j'allais voter, et je considérais que je faisais mon devoir de citoyen. Pas du tout. C'était totalement insuffisant. On a maintenant la démonstration que c'est insuffisant. On doit être beaucoup plus impliqué, on doit s'organiser, parce qu'on ne peut pas connaître tous les dossiers, les choses sont de plus en plus complexes, chacun ne peut pas connaître tous les dossiers. Donc, et il faut être derrière les politiques, pour les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, pour les soutenir, pour les aider, mais aussi pour les sanctionner. Voilà. Ça, je pense que c'est notre devoir de citoyen. Et au lieu d'aller balayer devant la porte des hommes politiques, il y a certainement à faire là-bas, mais avant tout, c'est nous qui devons nous mobiliser. Et quand je dis nous, je commence par moi. Exactement, je trouve que c'est d'abord essentiel. Et là, je vais juste laisser la parole aux autres. Je crois que ce qu'a dit André est essentiel, c'est tout peut commencer par nous-mêmes. Je crois beaucoup au changement de masse à partir des changements individuels, changement de comportement. On peut décider nous-mêmes de mieux se comporter sur le plan économique, sur le plan sociétal, sur le plan écologique. Et donc je crois que c'est essentiel que les uns et les autres prennent conscience de leur propre pouvoir au niveau individuel pour changer les choses.
Ben, on va faire l'arroseur arrosé. Nous avons justement autour de la table Aude Van Den Hove qui contribue à animer ce débat et qui a fait le choix, elle, en tant que jeune journaliste, de se spécialiser dans les questions européennes. Alors je vais moi demander à Aude pour commencer, qu'est-ce qui motive ce choix? Est-ce qu'il y a d'autres choses que des éléments rationnels? Est-ce qu'il y a justement ce sentiment d'appartenance qui a joué, Aude? C'est très compliqué à répondre comme question parce que ça a été animé par un choix tout à fait rationnel et personnel. C'est-à-dire que j'ai eu un cours d'institutions politiques belges et européennes qui m'a vraiment parlé. Et je me suis dit, c'est important de savoir ça, c'est important de faire savoir aux autres ce que c'est. Parce que c'est notre futur et il est temps qu'on le prenne en main. Et il faut, pour moi, ça passe par une meilleure médiatisation de l'Union européenne. Meilleur, ça veut dire que c'est pas bon ou que c'est pas assez bon. Pour l'instant, est-ce que tu as eu le sentiment autour de toi d'une méconnaissance déjà des institutions telles qu'elles sont, avant même qu'on pense à les améliorer? Une méconnaissance, mais surtout une incompréhension. C'est-à-dire qu'il y a le Parlement, il y a la Commission, il y a le Conseil de l'Europe, il y a le Conseil européen, puis il y a la présidence. Il y a plein de termes, il y a plein de gens, il y a plein de choses. On ne sait pas qui fait quoi. D'accord. Et ça, c'est pas normal. Raphaël, est-ce qu'il y a aussi cette incompréhension chez les jeunes que tu croises au sein d'un fort jeune, etc. Tu la sens, ça? Cette difficulté à percevoir la réalité des institutions ou simplement leur utilité? Il y a une difficulté à percevoir les choses, mais je pense qu'il faut aussi devenir des citoyens actifs pour pouvoir savoir quoi demander et quoi attendre. Et savoir à quelle porte frapper quand on a besoin. On ne peut pas tout attendre de manière passive, il faut prendre les choses en main. Et les citoyens, à mon avis, devraient le faire. J'ai un exemple concret. Il y a quelques jours, en Belgique, on a appris la fermeture prochaine d'une grande usine Caterpillar. L'usine ne va pas fermer, mais il y aura des licenciements très importants, un plan social très important. Et dans les médias, que ce soit les journalistes, les syndicats ou les citoyens, on n'entend pas beaucoup parler d'Europe. Alors que c'est une grande entreprise qui a des ramifications dans le monde entier, en Europe aussi, et on ne parle pas de politique de l'emploi européenne, on ne parle pas de politique industrielle européenne, on se tourne tout de suite vers le gouvernement local, wallon en l'occurrence, qui à mon avis sera assez désarmé pour répondre. Il l'est effectivement. Pardon ? Il l'est effectivement, semble-t-il. Et il l'est sans doute, mais personne ne demande des comptes à l'Europe et ne demande que pouvez-vous faire pour nous. Et ça, je trouve ça particulièrement dommage. Deuxième exemple dans la même veine, c'est ArcelorMittal qui, en 12 mois, a fermé des usines à la fois en France et en Belgique. On n'a jamais entendu les gouvernements français et belges collaborer ensemble et on n'a pas entendu l'Europe. Et on a quand même entendu les syndicats un peu là-dessus sur le plan européen. Les syndicats, en effet, sur ArcelorMittal, ont demandé... J'espère sur Caterpillar aussi. Pardon ? J'espère sur Caterpillar aussi. Et j'espère qu'ils le feront. Ouais. Mais c'est ça, à mon avis, la solution. Donc c'est un réflexe qu'on n'a pas encore. Exactement, voilà. Exactement. On n'a pas le réflexe de penser immédiatement Europe. Exactement, et ça c'est bon, c'est au niveau de syndicats et d'organisations, mais je crois qu'au niveau citoyen, nous pouvons aussi prendre ce pouvoir. Okay. Est-ce que ce n'est pas pardon. Je vais juste rebondir. Oui, Caroline, vas-y, tout à l'heure rebondis. sur cette idée que c'est la responsabilité même du citoyen de s'investir pour sa commune, etc. Mais les gens qui s'investissent sont des gens qui représentent une certaine frange de la population. Ce sont des gens éduqués, des gens qui viennent d'un certain milieu, d'un certain background. Et il y a une majorité de la population à qui on n'a même pas donné les armes, les armes qui leur permettraient de comprendre comment même fonctionne leur commune. On ne parle même pas d'un niveau de comprendre comment fonctionne l'Europe. Il y a des gens qui sortent de leurs études secondaires, qui ne savent pas ce qu'est activisme, qu'est-ce que c'est, comment fonctionne une commune, quand je vote, quel impact mon vote va avoir. Et moi, je pense que fondamentalement, je suis d'accord avec la responsabilité du citoyen, mais alors qu'on donne les armes à tous de pouvoir devenir citoyen et de comprendre comment la société autour d'eux fonctionne. Et pour moi, ça c'est fondamental de développer des projets pédagogiques dans les écoles. Et même au plus jeune âge, je pense que c'est très très important. Et moi, je sais que j'étais une privilégiée, que j'étais dans des écoles publiques, mais qui étaient de très bonnes écoles publiques, et où, dès mes 10 ans, on parlait d'Europe, on faisait des travaux sur l'Europe, on devait s'intéresser aux pays extérieurs, on nous expliquait ce que c'était l'Europe. Voilà, il y avait énormément de projets comme ça qui nous ont permis, petit à petit, de comprendre comment fonctionnait la société, qu'est-ce que c'était l'Europe, à quoi elle pouvait servir,
Et voilà, et je pense qu'il y a énormément de jeunes, d'enfants à qui on ne donne pas ces possibilités-là et qui, je ne sais pas si c'est une question de financement, je ne sais pas si c'est une question d'investissement des enseignants dans ce projet-là, mais pour moi, je ne vais pas défendre des idées qui ont déjà été données de faire des cours d'éducation citoyenne, mais pour moi, c'est fondamental que ça existe partout en Europe, dans toutes les écoles, que ce soit des écoles privées, des écoles publiques, et à chaque âge, et d'avoir comme ça des sortes de cours d'initiation à la vie publique. Pas seulement à l'Europe, mais voilà, vous avez 16 ans, à 18 ans, vous allez devoir faire des choix de vie. À qui allez-vous vous adresser si vous voulez choisir une filière professionnelle? Voilà, vous voulez vous investir en politique, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Voilà, faire tout plein de choses comme ça. Et je pense que justement, de mettre les moyens en commun au niveau européen et d'avoir des projets qui pourraient un petit peu... on ne va pas donner les mêmes cours en Allemagne qu'en Belgique sur le système national, mais voilà, de donner les moyens aux écoles, aux enseignants, de former même les enseignants et de les sensibiliser au fait que, voilà, il faut que quand on arrive à sa majorité, on ait les armes pour comprendre la société dans laquelle on vit et qu'on puisse s'investir pour elle. Et sans ça, on ne peut pas s'investir pour elle. Et je pense que c'est un problème de tous les nouveaux mouvements politiques que je soutiens et toutes les initiatives qu'il y a eu ces dernières années, que ce soit le Parti Pirate ou peu importe, tous ces jeunes qui veulent changer la société et qui ont un projet pour elle. Je suis désolée, mais la plupart d'entre eux sont des universitaires et ont le bagage pour le faire. Oui, mais en fait, il s'agit bien d'une part de, soit, comme je l'entends, donner les armes aux citoyens, en particulier les jeunes d'ailleurs, où les citoyens prennent les armes, ce qui est un peu différent. Et aujourd'hui, il semblerait quand même que dans certains pays d'Europe où la tension monte, on n'est pas loin de prendre les armes, presque, en quelque sorte. Ce que dit Caroline, c'est que souvent les citoyens aussi ils prennent les armes, mais Parce que c'est ça, se trompent de responsabiliser. cible, parce qu'effectivement sur les questions économiques comme Arcelor par exemple, on a vu et en Belgique et en France les employés, les salariés, les syndicats agir contre leur propre gouvernement, alors qu'en réalité la question elle est bien plus large que celle-là. Elle est celle de la globalisation, des échanges économiques mondiaux, et c'est là, ce serait intéressant de voir de quelle manière les citoyens peuvent eux-mêmes s'adresser directement au niveau européen pour leur demander qu'au niveau européen se construise une véritable politique économique qui prenne en compte justement ces questions-là. Je crois qu'André a une réaction là-dessus. Deux réactions concernant ArcelorMittal. Je me demande dans quelle mesure nos gouvernements ne sont pas en concurrence. Si ces deux industries sont en concurrence pour subsister, parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai quand même ce sentiment, est-ce que nos deux gouvernements, enfin les gouvernements français et le gouvernement belge, ne sont pas en concurrence? Ça, c'est une question, donc pour les faire collaborer. Et là, on est dans la question de l'Europe, de l'intégration européenne, qui n'est pas suffisamment approfondie. Et puis l'autre, concernant effectivement l'éducation populaire, parce que ce n'est pas seulement pour les enfants, l'éducation populaire, c'est pour tout le monde. Effectivement, je pense que les plus militants, on va sans doute les retrouver dans une certaine couche de la population, couche sociale, etc. Quoi qu'on retrouve aussi dans tous les mouvements, dans toutes les associations, des gens, à mon avis, de beaucoup de milieux différents. Mais même, on peut quand même sans doute imaginer que globalement, les plus participatifs sont aussi les plus éduqués. Mais il semble quand même que pour avoir une solution, il va falloir quand même que ces citoyens-là qui sont actifs prennent plus d'initiatives et de participation et donc de pouvoir pour pouvoir effectivement initier une éducation populaire jusque dans les écoles. Parce que un des plus grands... Moi, je suis frappé de voir que des problèmes qui ne sont pas des problèmes liés à l'Europe, qui sont des problèmes qui sont liés vraiment à la Belgique, à la monnaie, ou à la communauté française, puisqu'on parle d'enseignement, ne sont pas résolus alors que ça fait déjà 30 ans qu'on sait qu'on doit améliorer l'enseignement dit professionnel et technique. Et ça fait 30 ans qu'on sait qu'on va avoir des problèmes d'hébergement à Bruxelles. Et ces problèmes-là sont typiquement des problèmes qui n'ont pas besoin de l'Europe pour être réglés. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que le politique, tout conscient qu'il est de cette difficulté, n'arrive pas à les résoudre. On est dans un système qui est de plus en plus complexe, une société qui est de plus en plus complexe. Et donc, les politiques aujourd'hui sont dans une situation où, devant cette complexité, devant le nombre de dossiers qu'ils doivent maîtriser, ils sont dans l'impasse. Et je pense que c'est aux citoyens maintenant d'intervenir pour qu'on soit plus nombreux à participer aux décisions et pour qu'elles soient les meilleures possibles. Alors, pour répondre à ce que tu viens de dire, je voudrais exprimer un sentiment personnel, c'est que j'ai le sentiment que là, les États-nations jouent encore un rôle assez pervers, c'est-à-dire ils forment comme une sorte d'écran
par rapport à leur citoyenneté, c'est-à-dire leur réservoir de citoyens en direction de l'Europe, c'est-à-dire que ne filtrent dans un sens que les choses, quand elles sont mauvaises, on fait référence à Bruxelles comme le grand Satan, en quelque sorte, qui prend les mauvaises décisions, mais dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas bien. Et c'est toujours l'État, et effectivement, il y a une concurrence, je ne sais plus lequel de vous deux parlait de ça, il y a cette espèce de concurrence objective de la présence des États-nations par rapport à ce qui devrait être une super-nation, peut-être, ou une fédération d'États, qui serait l'Europe, si demain nous avions une assemblée constitutive en tout cas d'une autre Europe et d'une autre forme de représentation. Qu'est-ce que vous en pensez? L'Europe est constituée aussi, quand on regarde à l'intérieur les décisions, elles sont prises par les pays. Elles sont prises par les pays. Oui. Le fonctionnement de la décision à la Commission européenne, c'est un fonctionnement qui est pris par des personnes qui sont mandatées par les pouvoirs politiques de leur pays pour pouvoir soutenir telle ou telle proposition dans tel ou tel sens. Et les négociations sont faites au plus haut niveau à la Commission européenne pour que les décisions soient prises de manière relativement consensuelle. Et c'est ça qui est interpellant. C'est qu'en fait, c'est le politique, dans ce cas-là, qui ne permet pas l'émergence du Parlement européen, c'est-à-dire de la citoyenneté directe. C'est comme s'ils avaient besoin encore de pouvoir effectivement garder sous cloche leurs propres, je dirais pas citoyens moi, je dirais électeurs. Oui. Oui. Ils ont besoin de leurs électeurs et donc de manière de pouvoir aussi protéger peut-être leurs propres avantages, pouvoir, statut social, argent, reconnaissance. C'est aussi la difficulté de concéder ce qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir souverain d'un État. C'est d'ailleurs remarquable que dans la plupart des démocraties européennes où on n'est plus en termes de royauté, on réfère toujours à la souveraineté. Enfin bon, petite... Oui, Raphaël. Oui, le concept de souveraineté est intéressant. Beaucoup de constitutions font référence à la souveraineté d'un État, d'une nation. D'un peuple, oui. Mais la souveraineté effective, on n'en parle jamais. Et la souveraineté effective de la Belgique ou de la France, aujourd'hui, je ne vois plus très bien ce que c'est. Je pense qu'elle pourrait s'exercer. Tant mieux peut-être alors, c'est une bonne chose qu'elle se dilue dans le fait européen. Ah oui, je suis d'accord avec toi, mais pour s'exercer de manière pratique et concrète, elle doit s'exercer au niveau européen. Oui. Et donc on en revient à la même chose. Il faut plus de pouvoir, plus de budget, une coopération renforcée. Il faut un Parlement européen qui ait plus de pouvoir, et je suis entièrement d'accord avec André sur ce point-là. Même si il faut quand même constater et reconnaître que le Parlement européen a de plus en plus de pouvoir. Il y a une montée en puissance quand même qu'on peut remarquer depuis maintenant 30 ans, toujours plus importante, qui a son mot à dire sur la Commission, sur le choix des commissaires européens, sur le budget. Voilà. Sur le budget. D'accord, mais on va peut-être recentrer davantage. Tu parlais, juste un dernier mot sur une assemblée constituante. Oui. Je voulais juste te dire que Vas-y. Guy Verhofstadt, chef de file des libéraux-démocrates, avec Daniel Cohn-Bendit d'ailleurs, avec Daniel Cohn-Bendit, voilà. qui n'est pas tout à fait un libéral-démocrate. Tout à fait, mais enfin, comme quoi, voilà, les Européens fédéralistes... Enfin, on passe au-delà des clivages de partis. Voilà, ils ont fait la proposition que la prochaine élection au Parlement européen donne lieu à une constituante, une assemblée constituante. D'accord. Et je crois que si ça pouvait se faire, et je le souhaite de tout mon cœur, ce serait quelque chose d'extrêmement important pour que le citoyen se réapproprie. Il sait pour qui il vote et que cet élu va travailler à un projet européen. Alors, on entend bien et on retient le souhait que le citoyen puisse se réapproprier cette citoyenneté justement pour des raisons qu'on va maintenant peut-être aborder parce qu'on va peut-être s'intéresser au contenu de cette citoyenneté européenne. Je me souviens qu'un président français, François Mitterrand, disait à une certaine époque devant les élus européens l'Europe sera sociale ou ne sera pas. Il a dit aussi que le nationalisme c'était la guerre et il n'a pas tout à fait tort. Je crois même qu'il avait fondamentalement raison. Donc par rapport à ça, où est-ce que nous en sommes de cette citoyenneté européenne, par exemple? Qu'est-ce que l'Europe sociale aujourd'hui? Est-ce que l'Europe existe déjà au niveau du citoyen des différents pays à ce niveau-là? Aude, nous avons peut-être là-dessus... Je pense que ce qui est intéressant de noter, c'est que cette année de la citoyenneté européenne a donc été décidée par la Commission, approuvée par le Parlement et par le Conseil des régions, et ne s'adresse uniquement qu'aux droits des citoyens. C'est-à-dire le droit d'aller habiter dans un autre pays, d'avoir des droits électoraux locaux et des choses comme ça. On ne parle pas de devoir, on ne parle pas d'appartenance à l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est comme s'il faisait
une croix là-dessus. C'est pas ça qui est important dans leur concept de la citoyenneté en tout cas. Et je trouve ça intéressant par rapport à tout ce qui a été dit ici, c'est que pour tous, le concept de citoyenneté, c'est un concept d'appartenance. On a très peu parlé du droit et des devoirs, un petit peu, mais très peu. Et on sent un décalage entre notre discours et le discours des institutions. Alors, est-ce qu'on va faire un peu l'inventaire des droits justement qui sont dans la citoyenneté? Donc tu viens d'évoquer le droit de libre circulation, en tout cas dans un certain espace. Qu'est-ce que nous avons d'autre en magasin? Le droit de vote déjà, Oui. de pouvoir voter de manière assez exemplaire, puisqu'en fait c'était la proportionnelle au niveau européen, c'est un droit fondamental. Il y a aussi une charte des droits fondamentaux européens, donc là si on parle de droits, ils sont là. C'est un socle de valeurs sur lequel, au niveau européen, on est d'accord. Ça c'est important. Quoi d'autre, à votre avis? Ou qu'est-ce qui nous manque justement dans cette palette de droits du citoyen ou de devoirs? Il y a le droit d'aller travailler dans Oui. notre pays, c'est quand même Libre important. circulation aussi du travail? Alors là, la difficulté justement, c'est que comme on n'a pas d'homogénéisation sociale, on peut avoir des intérimaires qui viennent des pays de l'Est, venir travailler sur les chantiers chez nous. Ce qui est très très bien pour développer l'économie. Et je pense que la Pologne s'est notamment très bien développée, et peut-être aussi en partie parce que beaucoup de travailleurs polonais sont venus travailler chez nous, de manière souvent très bien d'ailleurs. Mais ça a un impact aussi sur le système social de nos vieilles démocraties. Oui, mais on entend revenir là, André, tu m'excuseras, mais tu Mais évoques c'est le modèle polonais, et on entend revenir là la vieille concurrence des nations. C'est pas moi, c'est l'autre. et c'est bien dommage. Et qu'il travaille donc chez lui et pas chez moi. Mais non, j'ai pas dit ça. Hein. Pas dit ça. Hein. Je trouve ça très On n'est bien. pas soumis aux mêmes régimes sociaux. Donc justement, il faut mais des- donc des l'Europe n'est règles toujours pas pour- sociale. L'Europe n'est pas sociale. C'est un manque au niveau de la citoyenneté d'avoir les mêmes droits sociaux. Maintenant, on a quand même tous droit à une couverture de sécurité sociale. On a quand même un certain nombre de droits. Moi, ce que je trouve qui manque, c'est un certain nombre de devoirs. Je trouve ça horripilant de voir que depuis les premières élections du Parlement européen, le nombre de personnes qui vont voter pour ces élections diminue. On est à 43%. Et je ne trouve pas ça normal, pardon. Et pour moi, c'est un devoir. Si on se permet de critiquer quelque chose, on doit participer à cette vie et se faire entendre. Et la voie pour se faire entendre, c'est le Parlement. Ou alors, il y a d'autres possibilités. Il y a l'initiative citoyenne européenne, il faut encore voir où elle va. Mais Alors, Oui, les gens répondent que de toute façon, le Parlement n'a pas de pouvoir et de toute façon, Mais le on Parlement vote de manière nationale et donc on vote pas pour quelqu'un forcément qui est engagé pour l'Europe. Chez nous en Belgique, les gens qui se retrouvent sur les listes pour les élections européennes, c'est un peu un titre honorifique, c'est un peu où est-ce qu'on va le placer, on va le mettre sur la liste pour le Parlement européen. À côté de ça, il y a énormément de gens qui veulent s'investir au Parlement européen, mais ce qui manque à mes yeux et qui serait très difficile à mettre en place, ce serait véritablement des partis européens. Dans tous les pays européens, les partis sont créés autour de clivages. Donc un parti socialiste représentait certains intérêts dans la population, défend la défense des travailleurs. Un parti libéral défend le marché, défend les cadres, etc. J'ai l'impression qu'au niveau européen, on vote pour un parti national qui ensuite se retrouve dans un groupe au Parlement européen et qui sont en général des énormes groupes qui ont des sensibilités tellement différentes que finalement c'est pas très bien pour qui on vote et on ne sait pas ce qui va en résulter. Alors l'idéal et ce qui serait peut-être possible dans 50 ans, c'est d'avoir des partis européens avec une personne, d'avoir au niveau européen, de dire tous les travailleurs européens pourraient voter pour un parti que tous les Européens estiment qui représente leurs intérêts et d'avoir la création de vrais partis européens. Et c'est ça un peu qui est délicat pour le moment. On pourra revenir peut-être sur cette notion. C'est intéressant, donc, le grand on débat vote, de savoir s'il faut ou pas des partis ou en tout cas des mouvements qui traversent tout ça, mais je voudrais simplement avoir le sentiment là-dessus de quelqu'un qui nous a montré le chemin, c'est Raphaël, qui finalement, lui, a choisi non seulement d'aller voter, mais de se faire élire sur un plan local. Est-ce que c'est intervenu dans cette élection, cette dimension européenne? Est-ce que tu as excipé de ta volonté européenne pour te présenter au suffrage
Je ne comprends pas bien ta question. Est-ce que tu as accentué le fait que tu te présentais sur un plan local ici, mais que tu le faisais d'abord en tant que citoyen européen, donc l'extranationalité avait de l'importance là-dedans pour justement montrer le chemin à ceux qui devraient faire la même chose. C'est vrai. Pour moi, ça fait partie de ma personnalité, c'est qui je suis, donc je me suis présenté de cette manière-là auprès de votants. Je me suis adressé à des citoyens européens et aussi extra-communautaires en disant, eh bien voilà, je fais l'effort, la démarche de me présenter à vous étant étranger et voulant m'impliquer dans la vie locale, faites de même et allez voter, inscrivez-vous sur les listes et éventuellement votez pour un Européen accessoirement. Mais oui, c'est un argument que j'ai fait valoir. Maintenant, je pense qu'à l'avenir, il faudrait, dans tous les pays européens, faire des campagnes pour que plus de citoyens communautaires, ressortissants communautaires, vivant dans un pays autre que le leur, d'origine, s'impliquent, votent et se présentent aux élections. Je crois que naturellement, ça fera émerger un autre point de vue et je le vois bien maintenant comme élu. Bon, je suis né à Bruxelles, mais je suis néanmoins français et donc j'ai une autre vision de l'exercice du pouvoir, de prise de décision. Mais c'est comme n'importe quel groupe. Vous travaillez dans une entreprise, il y a des manières de travailler différentes selon que vous êtes un homme, une femme, vous êtes jeune ou expérimenté. On est tous différents. Et ça, c'est une richesse. Et pour vivre cette richesse, il faut qu'il y ait plus de personnes qui s'inscrivent sur les listes, et voilà, électeurs et candidats. T'en dis des listes pan-européennes, on peut imaginer ça ? Ce serait une très bonne idée. Je me souviens que dans les élections européennes, j'avais effectivement l'idée, puisqu'aux Pays-Bas, nous avions 27... à Amsterdam, hein, c'est ça ? À Amsterdam, depuis donc combien aux d'années Pays-Bas, depuis maintenant 10 ans. 10 ans, d'accord. Et donc, dans les élections européennes, nous avions l'idée de peut-être créer une liste avec 27 justement candidats et 27 issus chacun de chaque pays européen. C'était une idée pour justement montrer aussi la nécessité de rendre au niveau européen la représentation de la diversité de tous les pays européens, notamment dans chaque pays. Ça rejoint l'idée aussi d'avoir des listes transnationales, parce qu'effectivement c'est important. Donc c'est une des évolutions. Et pour en plus améliorer la représentativité, puisque c'est essentiel en démocratie, parce que les outils sont là, ils sont extrêmement démocratiques, mais la représentativité, elle dépend plutôt de la participation des uns et des autres. Pourquoi ne pas créer au niveau européen éventuellement une assemblée qui soit peut-être pas élus, mais désignés et faisant apparaître des citoyens, pris peut-être au hasard, pourquoi pas, mais réellement représentatifs de ce que sont les citoyens d'aujourd'hui. Une sorte de conseil économique et social européen, mais faisant participer finalement très très largement toutes les représentativités de la citoyenneté européenne au niveau local. D'accord. Je vais me faire peut-être l'avocat du diable, mais est-ce que ça ne risque pas d'être un peu difficile de mettre d'accord sur un programme, par exemple, des gens qui ont déjà des difficultés à s'entendre sur un plan national, sur quelques valeurs politiques notamment, et d'en plus ajouter la difficulté de la compréhension des intérêts supranationaux? C'est vrai que ça serait difficile, mais en même temps, ça permettrait aussi d'éviter de voir la question européenne phagocytée par des questions de politique intérieure, ce qu'on voit régulièrement dans les pays, que ce soit en France ou ailleurs. Ça obligerait à passer à un autre niveau de débat. D'accord. Voilà, ouais. André, une réaction là-dessus ? Non. Non, d'accord. Okay. Quelqu'un d'autre ? Moi, je trouve ça une très bonne idée. On devrait avoir dans tous les pays des listes transnationales. Ce serait l'idéal. Après ça, il faut prendre conscience du fait qu'un parti socialiste en Espagne, par exemple, ne correspondra pas idéologiquement, n'aura pas les mêmes valeurs forcément qu'un parti socialiste au Danemark ou au Royaume-Uni. C'est très Donc clair, c'est toute la difficulté, mais ça se vit de manière pratique tous les jours au Parlement européen. Bah oui, j'allais le dire, au Parlement Exactement. européen, on voit bien qu'il y a des groupes qui sont composés de manière un peu hétéroclite et Parfois. qui s'en arrangent. Et qui s'en arrangent. On pourrait recréer à la base les mouvements. Pardon, Caroline ? Pas prendre les partis qui existent, mais alors recréer des partis qui seraient peut-être liés, oui, à certains partis nationaux, mais une idée de recréer véritablement des mouvements qui se transformeraient en partis et qui ne seraient pas forcément... qui ne serait pas forcément la continuation des partis nationaux. Moi, c'est plutôt comme ça que c'est peut-être le moment de... Je peux intervenir sur la question Oui, du je n'en parti. doute pas une seconde parce que moi aussi j'ai envie d'intervenir Vas-y, là-dessus. C'est peut-être le moment d'introduire dans la réflexion citoyenne l'idée qu'on peut faire la politique autrement qu'à travers une structure fixe, rigide et pyramidale qui est un parti.
alors qu'on est aujourd'hui dans une économie, dans une histoire qui n'est faite que de flux. Et donc ce sont des idées qui circulent. On peut très bien imaginer qu'on remplace le concept même de parti par l'idée de mouvement, dans lequel on se groupe, on s'agrège en fonction de moments et de questions du moment. Et ensuite, quand on les a résolues et qu'on a apporté donc des solutions, eh ben on passe à autre chose et le mouvement évolue. C'est ce que tu voulais dire? Absolument. D'ailleurs, même Simone Veil, déjà, juste après la guerre, avait expliqué que le parti, enfin, peut-être qu'elle était un peu extrême, mais les partis, c'est une lèpre. C'est comme si on devait à un moment donné... Une lèpre, oui. On est juste après la guerre, t'imagines? Et elle expliquait que... je ne suis pas forcément d'accord avec elle, hein, je précise quand même. Mais elle explique qu'à partir du moment où on doit prendre parti pour et suivre le parti pour lequel on adhère, on risque aussi de se museler. Et donc on oublie aussi que quand il a fallu, à la Révolution française, j'imagine, quand on s'est demandé comment est-ce qu'on allait organiser je ne sais pas comment dirait, la représentativité, la délégation, j'aimerais mieux le mot délégué que représentant d'ailleurs, on s'est dit on va avoir une partie de la population qui va voter pour des délégués qui vont être les représentants de cette partie de la population-là. Donc au départ, l'objectif c'est qu'une personne qui est au Parlement, un parlementaire, représente un groupe de population et donc sa circonscription électorale ou son arrondissement. Elle le représente, elle rend compte à ce groupe. Et rendre compte, c'est-à-dire que alors là on peut rêver que cette personne soit la bouche, les oreilles et les yeux de tous ces citoyens qui sont derrière. On peut rêver. Mais c'est tellement après que cette notion de parti est arrivée. Mais cette notion de parti, elle sert à quoi? Bien sûr, elle sert à avoir une certaine cohésion, à renforcer, etc. Mais c'est surtout un formidable outil pour donner à une nomenclatura du pouvoir sur tout un appareil. Et de telle sorte que pour finir, on a effectivement des électeurs qui ne savent plus très bien ce qui se passe au Parlement, parce que c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Et pour finir, on a des pays qui sont dirigés par quelques centaines, et encore là je suis très généreux, de personnes, et pas seulement au Parlement d'ailleurs, aussi sur le plan économique. Et donc, pour moi, la notion de parti a perverti la notion de représentation. Et donc, aujourd'hui en Belgique, si vous voulez être élu, vous avez deux possibilités. Soit vous vous faites connaître par les médias, soit vous suivez la ligne. Et vous essayez le mieux possible de rentrer dans la ligne et d'apporter quelque chose à votre parti. Et si vous voulez être financé après, vous devez être un parti. Vous devez pas un représentant qui serait totalement autonome, qui arriverait à être élu, ce qui est, je ne pense pas que ce soit arrivé récemment. Au Parlement européen, en tout cas, je ne... Et je parle ici même du Parlement belge. Mais comment est-ce qu'il ferait pour être financé? Il aurait certainement son salaire confortable de député. Mais pour être financé, il faut être un parti. On va jusque-là maintenant. C'est en fonction du nombre de voix qu'un parti est financé. Et avec ce financement, vous pouvez payer des gens pour préparer vos campagnes de communication. Et on finit par avoir des gens qui sont au pouvoir, qui sont essentiellement des communicateurs. Et alors c'est le jeu des médias, etc. Et là, je pense qu'on a un système qui ne va pas bien. Sur le principe du mouvement ponctuel, pour moi, ça représente un danger. Ponctuel ? Parce que tu disais tout à l'heure, ou alors c'était Jackie, que les citoyens s'agrègent à un moment pour mener un projet à bien et ensuite le mouvement se... En tout cas, quand il y a une problématique qui apparaît, on se concentre sur la problématique et c'est elle qui agrège le mouvement. Par exemple, à ce moment-là, se forme un cercle de citoyens qui réfléchissent et d'élus qui réfléchissent à cette problématique. D'accord, mais on prend ça au niveau national ou même au niveau européen. Si à chaque problématique, un ensemble de citoyens s'agrège et qu'une fois que la problématique est résolue, il passe à autre chose, pour moi, c'est trop fluctuant et qu'on doit encore rester dans une espèce de... L'un n'est pas exclusif de l'autre, mais moi je pense qu'il faut trouver une voie entre les deux, entre un parti hiérarchique organisé. On peut avoir des représentants qui reviennent vers leurs citoyens, à condition, dans la réalité, ce sont les citoyens qui doivent revenir vers leurs représentants, soyons clairs. Je n'ai pas rencontré beaucoup de politiques qui ne souhaitent pas rencontrer leurs citoyens. La majorité d'entre eux sont demandeurs pour les rencontrer, bien au contraire. Donc c'est aux citoyens de revenir vers le politique, de manière à avoir une influence sur les décisions que va prendre le politique. Et le sortir, en fait, c'est à nous de l'aider à sortir de l'emprise du parti. Et je connais beaucoup de parlementaires qui ne demandent qu'une chose, c'est d'avoir plus de liberté dans les décisions qu'ils prennent et dans les choix qu'ils font, c'est-à-dire dans les manières dont ils votent. Et cette liberté pourrait leur être apportée par le citoyen, par qui d'autre?
Oui, Raphaël, vas-y. J'aimerais dire, à l'extrême, dire qu'un parti ne sert à rien, on arrive à une sorte de On n'a démocratie. pas dit ça, hein, mais peut-être que son rôle pourrait être revu. À l'extrême, je dis, on parlait de lèpre, c'était un mal nécessaire. C'était Simone Veil. Mais je crois qu'une démocratie du sondage, une démocratie directe, a aussi ses travers, et je trouve ça un peu dangereux. Je crois aussi que selon les thématiques, et pour vivre en société, c'est très complexe. Forcément. Et il faudrait à la limite des mouvements citoyens qui s'organisent pour une infinité de thématiques et qui se fassent régulièrement quand il faut, où il faut, au bon moment. Et je trouve ça très compliqué. Et finalement, on a besoin de personnes qui connaissent dans l'administration, des politiques, des partis politiques, des organisations aussi citoyennes. Raphaël, qui se c'est déjà un spécialisent. peu le cas avec le monde associatif. Oui, tout à fait. Dans ce sens-là, qui exerce des fonctions par délégation, sinon par défaut, D'accord. que l'État, par exemple, n'assume pas nécessairement. Et l'État est toujours intéressé de se tourner Exactement. vers le monde associatif quand tout d'un coup, il faut pallier sa carence. Alors pourquoi n'accepterait-on pas dans l'autre sens Oui. que ce monde associatif soit mieux relayé notamment, puisque c'est déjà une courroie de transmission de la parole citoyenne, pour apporter aux politiques censément concentrés dans ce qu'on appelle aujourd'hui les partis, des éléments d'information ou de réponse qu'ensuite on discute au niveau du débat parlementaire. Tout à fait d'accord. Tu fais Je pense référence. que ça peut exister. Ça existe déjà. Ce sont les groupes d'intérêt ou Oui, les voilà, lobbies. voilà, Bon, c'est voilà. parfois vu de Mais manière peut-être que les péjorative. partis pourraient être vus en tant que lobby, Oui. et non pas simplement en tant que représentants d'un dogme, d'une pensée dogmatique, et derrière laquelle on est prié de s'aligner en fonction de consignes de vote. Personnellement, je pense que la consigne de vote, ça c'est le grand ennemi de la démocratie. C'est ce qui la tue pour l'instant. Mais en même temps, moi, j'imagine un élu revenir vers ses citoyens et attendre l'avis de ses citoyens pour ensuite prendre sa décision ou se laisser influencer d'une certaine manière. Mais je prends l'affaire de Michel Martin qu'on envoie dans un couvent. Si alors l'élu local considère qu'il va écouter l'avis de ses citoyens et dire « Oh, oui, je vous ai entendu et donc je suis d'accord avec vous et donc je vais trouver scandaleux qu'on libère Michel Martin ». Enfin, c'est des choses comme ça, moi, qui me font vraiment peur et où je me dis, quelque part, il faut pas que la politique soit plus du tout qu'une sorte de jeu de personnalité. De populisme qui- permanent, Tu as quoi, peur c'est du ça. peuple. Bah oui, bien Tu as sûr, peur j'ai du peur. peuple. Mais bien sûr, j'ai peur. Pourtant, le peuple, c'est la démocratie. Oui, le peuple, Et c'est la contrairement à ce que démocratie. tu penses, mais- je pense que si on avait demandé à la majorité des citoyens quelles étaient leurs opinions sur la manière de gérer la mise en liberté, je ne pense pas qu'on aurait automatiquement eu la tendance que tu imagines. Mais, voilà, On n'en sait rien, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas- peut-être on n'a que pas dans fait certains l'analyse. pays, si on avait voulu écouter les gens qui se faisaient le plus entendre, la France n'aurait pas autorisé le mariage homosexuel, la France ou d'autres pays n'auraient pas Mais autorisé justement, l'avortement. l'idée n'est Il y a un pas- moment, Non, je enfin- pense que le rôle du politique aussi, c'est d'avoir une vision d'avenir peut-être à plus long terme ou de défendre certaines idées que peut-être pas forcément l'ensemble de la population défend. Sinon, l'Europe, est-ce qu'elle se serait vraiment créée s'il n'y avait pas eu une espèce de mouvement ou une vision d'avenir où on dit ok, les citoyens, les gens ont peur de certaines choses, mais nous, on est convaincus que c'est l'avenir et que c'est ces décisions-là qu'il faut prendre. Et je pense qu'il faut aussi avoir en politique quelque chose comme ça et pas seulement juste des politiques qui vont se coller à la vie majoritaire ou la vie, pas majoritaire, mais la vie qui est le plus exprimée, le plus entendue, qui est le plus défendue dans la rue. Enfin, c'est ça que je veux dire, c'est que parfois... Mais non, mais les gens qui sont dans la rue sont rarement une majorité. Hein. C'est Oui, mais pourtant, souvent une majorité. ce qu'on voit, c'est aussi la des grosse question politiques la grosse question qui est ici, en fait, c'est la question entre la démocratie représentative et la démocratie participative. Mais il faut pas, Et mon aller opinion dans à moi, l'extrême. c'est mon point de vue, hein, il vaut ce qu'il vaut, mais mon opinion à moi, c'est que la démocratie représentative montre ses limites aujourd'hui. Bien sûr, Voilà. mais ça, je suis Et donc, il d'accord. faut aller vers une démocratie participative. Après, la manière dont ça peut fonctionner, donc d'abord, il y a déjà beaucoup de choses qui existent et beaucoup de réflexions qui ont été faites. Je veux dire, il y a une innovation sociale qui se fait pas seulement au niveau politique, hein, dans les entreprises aussi, hein, et dans les organisations. Donc, sur lesquelles il faut travailler, qui sont des sujets passionnants. Mais là, je pense que là, ici,
la vraie question, c'est effectivement, est-ce qu'on a besoin de représentants qui vont penser à la place du peuple et trouver des solutions qui sont adaptées en essayant de comprendre la tendance des gens qui les ont élus, mais quand même en ayant recours à des experts et en leur expérience, enfin leur expertise à eux, si tant soit qu'elle existe, sans tenir compte vraiment de celle des citoyens ou des électeurs, hein, ou est-ce qu'on va avoir une démocratie participative dans laquelle on croit aux citoyens et on croit à la possibilité, à la capacité du citoyen de réfléchir, et comme ils sont plus nombreux à réfléchir pour des solutions qui sont plus complexes, c'est peut-être pas plutôt à répondre à des solutions à des problèmes qui sont plus complexes. Et je vais dire, il y a quelque chose qui m'a vraiment, dans les deux cas que j'avais cité le cas de l'hébergement, de trouver un toit, etc. Mais aussi avec la question d'ArcelorMittal en Belgique, j'ai été très étonné de voir les syndicats qui étaient sur le plateau. En fait, ce n'est pas les syndicats, c'était les représentants syndicaux, c'est-à-dire des travailleurs qui connaissaient bien mieux la question de la sidérurgie que les hommes politiques, y compris Marcourt, qui étaient sur place. Alors là, j'ai été vraiment interpellé parce qu'on dit souvent, on pense souvent que les travailleurs, les ouvriers n'ont pas la capacité de pouvoir comprendre les problèmes économiques, etc. Moi, j'ai constaté tout à fait l'inverse. Dans le cas d'ArcelorMittal, je comprends aussi tout à fait les choses différemment dans ce qui concerne les représentants des locataires. Moi, je pense qu'ils comprennent beaucoup mieux la situation que les hommes politiques en général. Ah oui, tout à fait, mais dans cette idée de réunir des citoyens, et tu dis beaucoup, parce qu'on est plus, on réfléchit mieux aux solutions. Mais si on réunit les ouvriers d'ArcelorMittal et les cadres, je veux dire, si tu réunis des citoyens, ce sera exactement les mêmes conflits d'intérêts qui vont se présenter, et donc peut-être que non plus vont pas arriver à une solution. Je pense qu'il faut comprendre que, alors ça maintenant c'est le pari, on est dans l'avenir. Le pari des initiatives citoyennes et toute la difficulté, bien sûr, effectivement, c'est qu'au lieu d'avoir un système pyramidal avec quelques personnes qui réfléchissent ensemble et qui décident pour tous les autres, évidemment, ce système hiérarchique fonctionne très très bien apparemment, parce que là, c'est une ou deux personnes, 3-4 qui décident, les autres suivent. Bon. Effectivement, c'est plus compliqué d'avoir plusieurs milliers de personnes qui doivent trouver des solutions ensemble. Et pourtant, ça marche. Et il y a des expériences qui montrent que ça marche. Ça a commencé par Porto Alegre, qui depuis 1998, c'est une ville de 2 millions d'habitants, qui fonctionne avec des budgets participatifs. Donc il y a des expériences qui démontrent que ça marche. Et pas seulement dans les pays comme je veux dire européens, là Porto Alegre c'est le Brésil, mais en Inde, en Afrique, dans des pays où des gens, y compris des gens qui n'ont pas été à l'école, arrivent à trouver des solutions à des problèmes qui sont très concrets et qui se tapent pas dessus. Donc dans des systèmes qui ne sont absolument pas des systèmes pyramidaux hiérarchiques, qui sont des systèmes participatifs. Oui, mais il y a d'autres expériences aussi qui sont faites par des sociologues et des politologues. Dans d'autres cas, ça ne fonctionne pas. Donc il faut trouver une voie entre. Je suis tout à fait d'accord. On est d'accord sur le fait qu'il faut trouver des solutions. Voilà. En tout cas, le populisme ne vient pas nécessairement que du peuple, et le politique n'est pas nécessairement le seul rempart contre le populisme. Il aurait même plutôt tendance aujourd'hui à aller l'exploiter davantage, hélas, en Europe. Voilà, mes amis, je vous remercie pour cette participation au débat qui arrive, je pense, à sa fin, parce que nous avons à peu près 1 heure derrière nous déjà, et je pense que la question n'est certainement pas épuisée. La citoyenneté européenne, on aura certainement l'occasion d'y revenir. Peut-être un dernier mot chacun. Pour conclure ce débat, Aude, je pense qu'elle a une question très pertinente et très directe à poser à chacun. Voilà, donc concrètement, quelles sont les actions que dans votre quotidien vous allez prendre et faire pour faire avancer ce concept de citoyenneté européenne? Commencez par vous, Tanguy. Bien, puisque l'année 2013 sera effectivement une année sur la citoyenneté européenne, moi j'entends à nouveau expliquer ce qu'est l'Europe et ce qu'elle peut être si ce n'est pas suffisamment convaincant. Rappeler que l'Europe c'est essentiel aujourd'hui dans le monde. Quelle est la vision qu'on a pour l'Europe dans un monde aujourd'hui qui est en partage mais qui est en mouvement, qui change. Donc c'est important de rappeler ce qui est l'essentiel des valeurs européennes pour faire adhérer le plus en plus de personnes à titre individuel et donc motiver leur citoyenneté européenne. Ça veut dire donc se poser des bonnes questions, des questions de qu'est-ce que l'Europe, quelle est finalement l'Europe qu'ils veulent et clarifier surtout les domaines de compétences de l'Europe qu'ils souhaitent.
Moi, j'aurais une petite question corollaire. Est-ce qu'on peut faire intervenir, et à chacun d'ailleurs qui répondra à la question, est-ce que le rôle des réseaux sociaux là-dedans peut être amplifié encore? Est-ce qu'il a une utilité, Tanguy? D'une manière générale, il s'impose un peu partout maintenant, c'est évident. C'est un moyen de communiquer, un moyen de s'exprimer aussi. Donc c'est évident que ce sera un média important. Ouais. D'accord. André? En fait, moi je ne crois pas à ce qu'on puisse, en tant que citoyen, favoriser la citoyenneté européenne sans passer par d'abord favoriser la citoyenneté au niveau local. Donc moi je me concentre sur le niveau local, c'est-à-dire sur ma commune, Braine-le-Comte. La fameuse balance globale et locale, finalement. Oui, et c'est du local qu'émergera le global, et c'est pas l'inverse. Je ne m'attends pas à ce que la Commission européenne tout d'un coup nous sorte un coup de génie qui va tout d'un coup faire se développer la citoyenneté européenne. Concernant les réseaux sociaux, je vis maintenant justement avec ma fille qui a 12 ans cette question de manière très très forte. C'est l'époque où, c'est le moment où les adolescents sont très forts avec leurs copains, leurs copines, donc les réseaux sociaux c'est très important et c'est en même temps très destructeur. Très destructeur. D'accord. Donc moi je dirais la citoyenneté, je ne la crois pas vraiment avec les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux. Je pense qu'Internet, et pourtant je suis un des fondateurs de l'Internet en Belgique, enfin, c'est un grand moment. En tout cas, je suis vraiment un des vieux du premier cybercafé. Voilà, belge. cybercafé en Belgique. Donc l'Internet, j'y ai beaucoup cru et j'y crois encore beaucoup pour beaucoup de choses, mais sans doute pas simplement comme outil pour la citoyenneté. Je pense que la citoyenneté commence par la convivialité et la convivialité commence par être ensemble et parler André, ensemble. mais ces futurs citoyens de l'Europe qui ont 12 ans aujourd'hui, eux, ils sont tombés dedans quand Oui, ils étaient et je vois aussi à quel point il y a déjà des disputes et des difficultés parce qu'on ne se parle pas, qu'on ne se comprend pas à travers des SMS et à travers des messages sur des réseaux sociaux. Alors pour terminer, moi j'ai envie de dire autre chose qui fait partie un peu de la rituelle des groupes de citoyens. C'est de dire, écoutez, moi j'ai passé un excellent moment avec vous tous. Je remercie Jackie de m'avoir invité au débat. Ça m'a permis de rencontrer et j'espère encore pouvoir continuer à converser avec nos interlocuteurs ici. Donc j'ai passé vraiment un excellent moment. Merci André. Raphaël? Oui, pour répondre à ta question sur la citoyenneté européenne, je vais lancer une association d'élus européens d'origine communautaire, élus hors de leur pays. Parce que j'ai envie de rencontrer ces élus qui existent, que je ne connais pas encore tous, j'en connais quelques-uns à Bruxelles et Raphaël, tu en veux dire Belgique. des élus comme toi au niveau local dans d'autres pays d'Europe, c'est ça? Voilà, on parle bien au niveau local. Ça peut être aussi des élus européens Oui, qui auraient été élus au Parlement européen dans un pays autre que leur pays d'origine. Mais je pense d'abord au niveau local. Et cette association aura pour but d'encourager des citoyens à se présenter aux élections locales, à monitorer les élections locales au fur et à mesure où elles se présentent dans les 27 pays d'Europe, et à informer les citoyens sur le déroulement de ces élections, à ce qu'ils s'inscrivent sur les listes et se portent candidats. Et bien entendu, vous devrez vous servir des réseaux sociaux pour communiquer. Ils seront très utiles Oui, à cette j'imagine. fin. C'est une richesse, on ne peut pas faire sans. Absolument. C'est une richesse. Caroline? Moi, je reviens sur l'idée de l'investissement à long terme et d'investir dans la jeunesse, parce que je suis censée être la représentante de la jeunesse, mais je m'adresse à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si elle veut financer des projets pédagogiques dans les écoles primaires et secondaires avec des ateliers sur c'est quoi la démocratie, c'est quoi un parti petit, qu'est-ce que l'Europe, comment fonctionne une commune, etc., je suis vraiment très motivée à m'impliquer là-dedans, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental pour avoir des citoyens qui veulent s'investir dans des initiatives citoyennes, pour avoir des gens qui comprennent comment fonctionne un parti et qui ont un certain recul par rapport à comment fonctionne la démocratie aussi au niveau européen. Donc ça, c'est le versant pédagogique. Et dans cette même idée de vivre ensemble, d'être ensemble pour comprendre comment on fonctionne, on l'a pas tellement abordé, mais c'est encourager encore plus la mobilité à tout moment de la vie, que ce soit quand on est enfant, quand on est adolescent, quand on est adulte, quand on est cadre dans une entreprise. C'est encourager la mobilité intra-européenne, aussi extra-européenne, pour vraiment comprendre, aller à la rencontre de l'autre, pas seulement via des réseaux sociaux comme on disait tout à l'heure, mais c'est vivre ailleurs, vivre ensemble, rencontrer des gens pour voir comment ils réfléchissent, comment ils fonctionnent et partager la vision qu'on a de l'Europe, la vision qu'on a du monde en général. Et pour moi, c'est fondamental, cette mobilité, cette rencontre vers les autres. Et c'est pour moi un des piliers de la construction de la citoyenneté européenne et des mouvements
transnationaux et du mouvement européen en général. D'accord. Ça veut dire qu'il y aurait il y a un vivier universitaire à exploiter certainement et que peut-être pour ces apports pédagogiques, on pourrait s'appuyer justement sur l'expérience de tous ces anciens étudiants ou de ces jeunes étudiants Erasmus qui ont des choses à raconter là-dessus et qui naturellement assurent les Oui, et il y a énormément d'organismes qui sont en charge, qui organisent des échanges à tous les stades. Oui, mais je parle des individus, moi, de ceux qui ont vécu dans leur chair, comme disait je ne sais plus qui tout à l'heure. Hein, oui, il y a énormément de gens qui, je pense, qui seraient vraiment tout à fait bénévoles à partager leur expérience avec des plus jeunes. Mais voilà, il y a les deux versants. Il y a encourager la mobilité et puis il y a le versant pédagogique d'expliquer comment la société fonctionne. N'importe qui peut le faire s'il est un minimum intéressé. Et c'est vraiment essayer de vulgariser le fonctionnement des institutions, de l'expliquer clairement, sans entrer forcément dans tous les détails techniques, mais voilà, d'avoir une base de comment la société fonctionne et à qui on doit s'adresser, quand on vote, quel résultat ça a, et de sensibiliser les gens et de leur donner les armes pour pouvoir réfléchir eux-mêmes à ce qu'ils veulent comme système et à ce qu'ils veulent comme société. Et de là, après, ils pourront être des citoyens actifs. Par exemple, expliquer les initiatives citoyennes, le mécanisme des initiatives, qui est très compliqué. Hein, qui est très compliqué, mais leur montrer que c'est quoi la démocratie. Il y a des concepts de représentation, il y a le concept de délibération, qui est impliqué, pourquoi est-ce qu'on a besoin de représentants et est-ce qu'on pourrait vivre sans représentants. Est-ce qu'à l'échelle de votre quartier, est-ce que vous avez déjà entendu vos parents parler de « tiens, on aimerait bien mettre un casse-vitesse dans la rue », est-ce que vous savez à qui peuvent s'adresser ou quelles l'Europe ne va pas s'occuper des casse-vitesse quand même. Non, mais prendre des exemples de la vie concrète des gens et de leur expliquer quels sont les canaux qu'on peut exploiter. Et donc, à ce moment-là, on peut très bien leur... Je crois qu'on a un élu local qui a envie de réagir là-dessus. Non, mais de montrer des exemples concrets de la vie et pas leur dire les compétences des régions sont les compétences des communautés sont... Voilà, je pense que ça, théoriquement, tout le monde peut l'étudier, mais dans la vie concrète, ça se traduit différemment. Une question simple peut amener des réponses complexes et on peut beaucoup apprendre à partir d'un cas concret. Et j'aimerais te faire une proposition en direct. Mon Dieu, une déclaration. Une déclaration. Si tu veux, on pourrait imaginer un projet à proposer au conseil communal à Forêt, pédagogique, peut-être un conseil communal des jeunes, peut-être pour apprendre et comprendre comment fonctionne une institution locale. Magnifique. Voilà, enfin, l'idée me vient. C'est un appel. Mais il ne faut pas habiter. Lui habite à Forêt, il est intéressé. Tu pourrais nous aider à l'organiser, on pourrait le proposer. Voilà. Tu es dans la majorité, toi. Proposition. Bon, allez, on va pas. Mais j'ai envie Aude, la question que tu as posée à chacun, je te la pose aussi à toi. Qu'est-ce que tu vas faire sur ce plan-là, pratiquement, en 2013 C'est une grande question, mais concrètement, moi, j'espère, à travers mon métier et ma spécialisation, faire avancer le dialogue et la conscientisation européenne. C'est-à-dire que c'est ça qui, entre guillemets, qui m'horripile le plus, c'est le côté où les gens ne savent pas ce que c'est. Mais je suis tout à fait d'accord sur le fait que la conscientisation doit commencer d'abord au niveau local. Et que, je rejoins Caroline sur le fait qu'on devrait avoir des cours en primaire, en humanité, qui nous conscientisent. Je veux dire, j'ai eu en réto un cours très intéressant sur les institutions politiques. Et c'est ça qui m'a attirée vers la politique et vers essayer de comprendre ce que c'est et qui m'a poussé ensuite à choisir cette spécialisation européenne. Plus c'est compliqué, plus c'est drôle. Bon, alors moi je vais répondre aussi à la question. Pour répondre à ta question, Aude, ce que nous allons faire, ce que je vais faire, c'est organiser donc régulièrement ce type de débat qui s'appelle Argument, que j'espère voir en ligne tous les mois peut-être, hein, ici, c'est-à-dire dans un espace qui est local, qui est inscrit dans la cité, symboliquement, la cité qui est à la fois Forêt, Bruxelles qui est la capitale d'un petit pays, mais qui est aussi la capitale de l'Europe, je l'espère de plus en plus. Et puis donc avoir une réflexion qui va bien au-delà des espaces et des vitrines qui nous entourent. Voilà, ça c'est ce qu'on espère faire et en diffusant cette émission, avoir une audience renouvelée sur des sujets qui ne seront pas que des sujets européens peut-être, mais tout simplement des sujets de société, voilà, des questions de société, où on a besoin de pouvoir, comme on le fait aujourd'hui, discuter, se parler en tête à tête. Voilà.